Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Gaëlle a 35 ans, elle est maman d'une petite fille de 7 ans et elle a une formation de graphiste designer. Je n'ai pas eu besoin de trouver le titre de cet épisode, c'est le titre qui est venu à moi tout seul et vous comprendrez pourquoi. Gaëlle se définit comme ayant été un enfant calme, outsider. Elle part en filière générale au lycée, mais ce sera un échec. Elle ne s'y retrouve pas, elle ne se sent pas à sa place. À 16 ans, elle part de chez elle pour faire les arts appliqués et découvrir les joies de l'internat. Décision très difficile, mais ce fut de loin la meilleure. Ce fut l'aventure qui lui a permis d'arrêter de vouloir s'effacer, mais justement de lui donner la confiance d'exister. À 19 ans, elle arrive à Paris pour intégrer une grande école. Comme elle l'explique, elle crée son entreprise également sur les bancs de la fac. Une fois diplômée, elle se rend compte de la dure réalité du travail en tant que graphiste designer. Peu de place pour la créativité et trop d'exécution. En tant qu'entrepreneuse, elle décide d'agrandir son réseau, mais elle se retrouve entourée d'hommes qui ont 15 à 20 ans de plus qu'elle et elle n'est pas prise au sérieux. De mauvaises rencontres, mais une rencontre qui changera le cours de son aventure entrepreneuriale. Le business de Gaëlle décolle, 1 an plus tard elle tombe enceinte et les choses se compliquent. Aujourd'hui, Gaëlle a relevé le challenge, c'est une maman épanouie, une femme épanouie et une entrepreneuse épanouie. Elle a trouvé son parfait équilibre de vie, un business qui fonctionne et un planning adapté pour pouvoir passer du temps avec sa fille. Avec beaucoup d'humour et de légèreté, Gaëlle nous raconte toutes les étapes de son histoire, sans filtre, sans tabou. Vous verrez que durant ce récit, Gaëlle nous prouve qu'il faut dépasser ses peurs, oser et planter des graines. Tout simplement faire preuve de courage. Hello Gaëlle. Coucou. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Très très bien, il fait beau. Donc ça fait du bien au moral. Carrément, formidable. Très heureuse de t'avoir à mon micro, Gaëlle. Tu l'as peut-être remarqué, je sais que t'es allée un petit peu écouter les épisodes des locomotives, donc on commence toujours par les mêmes questions, c'est un peu le rituel du début, et tu verras, on a aussi un rituel à la fin. La première question que je te pose, Gaëlle, c'est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Alors, je m'appelle Gaëlle, j'ai 35 ans tout récemment, j'ai eu 35 ans. Maintenant, faut le dire, faut le sortir. Il faut le digérer. Voilà, faut le libérer. Ça m'a fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Je suis maman d'une petite fille de 7 ans et de formation graphic designer. J'habite à Rennes. Voilà. Super. Eh ben, parfait. Tu vas nous raconter du coup un petit peu ton parcours, ton histoire. Et pour ça, en général, je demande de prendre, si tu veux, le point de départ de ton choix dans ta vie. Donc il faut remonter un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu, tu vois, quel parcours tu as, quelles décisions t'as pris quand t'étais plus jeune, par quoi tu es passé, etc. Et on comprend en fait au final comment t'as fait pour en arriver là aujourd'hui, à te créer une vie finalement à ton image, avec un job d'entrepreneuse, etc. Donc on va tout comprendre. Donc vas-y Gaëlle, la parole est à toi, je te laisse démarrer là où tu en as envie. Ok, eh bien le jour où j'ai décidé de ne pas suivre la trace scolaire que tout le monde prenait, je pense que ça a changé ma vie radicalement puisque j'étais une petite fille qui était très intéressée par l'école, très bonne élève et qui a fait le choix parce que l'école lui disait d'aller en filière générale au lycée. Donc à l'époque, c'était éco, littéraire, scientifique. Je sais pas si ça porte toujours ces noms-là aujourd'hui, mais on avait un tronçon principal qui était la seconde générale avec des options qu'on devait prendre pour ensuite intégrer une première S, une première littéraire, une première éco. Et l'école me disait d'aller en général parce que j'étais plutôt bonne élève et que j'avais du potentiel. Arrivée au lycée, je n'ai rien écouté, je ne m'y retrouvais plus, je m'y retrouvais pas puisque j'arrivais dans l'adolescence 15-16 ans et que j'avais vraiment envie d'autre chose et je m'ennuyais. Mes parents étaient désespérés
Et j'ai dû, bah oui, parce que mes parents, en fait, avaient une vision très, très littérale de l'école, sachant que j'étais bonne élève, ne s'étaient jamais posé la question d'une autre filière et d'une autre voie. Et du coup, bah, j'ai mis un peu tout le monde à mal scolairement, puisque mes notes sont passées je devais avoir 14 ou 16 de moyenne tout le long de mon collège, et arrivé en seconde générale, je suis passée à 4 ou 5 de moyenne. Donc ça a vraiment bouleversé un peu tout le monde. Et du coup, j'ai dû rechercher ce que je voulais faire, puisque je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voyais bien que j'avais pas trop de solutions dans le général, et il fallait vite que je trouve quelque chose à faire quand même. Et j'ai fait mes propres recherches et j'ai trouvé un établissement d'art appliqué. Enfin, plusieurs établissements, mais fallait postuler, fallait avoir des dossiers, faire des démarches. J'ai fait des démarches dans 3 établissements. Et le truc, c'est que je me suis orientée vers la seule passion que j'avais. C'était, je me trouvais douée dans le dessin. Je trouvais que j'avais des capacités là-dedans, donc j'ai plongé dedans. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Et tu l'as pas dit, mais il y a quelque chose que tu m'as dit en off, ou alors tu l'as dit et je l'ai loupé. Tu m'as expliqué à moi qu'à 16 ans, tu es partie de chez tes parents. C'est quand même hyper tôt. Oui. Oui, parce qu'en fait, les démarches dans les écoles, donc il y en avait une à Rennes, une à Laval et une, je ne sais plus où en France, mais dans tous les cas, je devais partir puisque je suis née à Vitré. Donc, je pouvais pas prendre les transports tous les jours, c'était très long, et il fallait être prise dans une école. Et j'allais clairement faire un choix par rapport à l'école où j'allais être prise. J'étais prise à Laval et j'ai pris la décision de partir de chez mes parents, de ne pas faire les trajets en train, et de partir en internat. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce qu'on ressent du coup quand on a 16 ans et qu'on doit partir en internat? Est-ce que t'étais prête? Est-ce que t'avais peur? T'étais déterre comme jamais? Dans quel mood t'étais? Comme tout changement dans ma vie, j'étais terrifiée, mais je ne le montrais absolument pas. Je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup, beaucoup ses peurs. Du coup, fallait que je montre à mes parents que j'étais sûre de mon choix, que j'avais confiance, parce que mes parents ne savaient absolument pas dans quoi j'allais me diriger. Ils me disaient oui parce que mes parents m'ont toujours soutenue, mais je pense qu'ils avaient vraiment réellement peur de l'avenir parce qu'on savait pas trop à quoi débouchaient ces filières, dans quoi ça allait. Enfin, pour eux, c'était un truc complètement artistique, et les métiers artistiques à l'époque, en tout cas à mon époque, c'était très très peu développé. Donc ils avaient peur, j'étais terrifiée et je montrais rien, et il fallait que d'apparence je sois sûre de mes choix. J'ai toujours été une fille qui préférait s'effacer de toute manière. J'étais pas la nana qui se mettait en avant, vraiment pas. Du coup, je rougissais en classe, j'avais énormément de mal à prendre la parole en public. J'étais extrêmement timide. Donc voilà, j'ai dû prendre le taureau par les cornes, hein, entre guillemets, et partir de chez mes parents. J'étais contente. Je suis fille unique. J'habitais en campagne. Du coup, j'étais solitaire. Et là, j'arrivais dans l'arène où j'étais baignée avec des gens, d'autres personnes de mon âge, H24. Voilà, ça a été terrible. Ça a été terrible. Tu veux dire ça s'est mal passé? J'ai beaucoup pleuré les premières semaines. Parce que étant fille unique, j'ai pas l'habitude de partager ni ma chambre, ni mes affaires, ni même parler, d'avoir tout le temps du monde autour de moi et d'avoir tout le temps des gens qui parlent, qui font leur vie. C'était très perturbant au départ. Du coup, j'avais un peu peur. Et au final, je me suis fait des amis. C'était la meilleure expérience de ma vie au final, hein. Je regrette pas. Et aujourd'hui, quand un jeune me dit je devais devoir aller à l'internat, je dis mais ça va être l'expérience la meilleure expérience de ta vie. Franchement, c'est une expérience humaine incroyable. Mais c'est vrai qu'au départ, j'appelais mes parents parce qu'on n'avait pas trop le droit au portable. On était avec une cabine téléphonique, s'il te plaît. On avait une carte avec. Oui. Voilà. Il y avait une cabine téléphonique dans l'internat. Enfin bon, en plus c'était privé, donc c'était très rustre. J'appelais mes parents en pleurs. J'étais pas bien, et finalement, au bout de 2 semaines, je me suis très très bien adaptée. Et ça s'est très bien passé. Bien sûr, et en plus tu dis que t'étais enfant unique, donc je pense que même si t'avais pas l'habitude de partager, d'être entourée, c'est peut-être quelque chose qui t'a manqué, non, en tant que fille unique, donc ça t'a apporté finalement ce que t'avais pas à la maison. Exactement, j'ai découvert la
la sororité, c'est-à-dire comme c'était un internat uniquement de filles, bah je me suis fait une sacrée bande de copines et c'était incroyable, on partageait tout. Je sortais le soir de cours, je pouvais tout partager avec mes copines direct et je dormais avec elles, on mangeait ensemble. Enfin, c'était vraiment incroyable, on a vécu des expériences, enfin c'était chouette. J'aurais pas été la même si j'avais été restée à la campagne. Donc non, c'était vraiment top. Une très très belle expérience. Et je pense que malgré toi, enfin malgré les personnes qui sont à l'internat, ça permet aussi un espèce de boost de maturité. T'as pas le choix que de grandir plus vite que les autres puisque t'es face à toi-même en fait. Bah c'est ça. T'as un problème, ben t'as pas tes parents à côté de toi. C'était tout nouveau pour moi et enfin franchement mes copines m'ont aidée, moi j'ai aidé mes copines en échange et je me suis super bien développée. Enfin j'ai vécu une scolarité, j'avais des bonnes notes, je me suis fait des amis incroyables, j'ai vécu des expériences top. Enfin c'est tout ce qu'il me fallait, c'était cette petite dose d'indépendance loin de ma famille, je pense. Ça m'a fait grandir. Et c'est marrant parce que tu m'as dit aussi, donc, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que tu étais une très bonne élève, mais en off aussi, tu as utilisé un terme que j'aime beaucoup, tu as dit j'étais un peu un enfant, calme, outsider. Et du coup, est-ce que finalement, dans un certain sens, d'aller à l'internat, ça t'a un petit peu, entre guillemets, dévergondé, et ça t'a permis de t'exprimer, tu vois, de devenir vraiment toi, en fait, de te libérer, tu vois, dans un certain sens? Complètement, je crois dans ma tête, l'internat, ça a été une lutte perpétuelle contre moi-même et contre mon envie de m'effacer. Donc en fait, j'avais pas le choix. J'étais en filière artistique et les filières artistiques, c'est souvent alimenté de personnalités toutes plus pétillantes les unes que les autres. Les personnalités sont exacerbées et quand t'es timide et réservé, se retrouver là-dedans avec des choix assumés, faut assumer ses choix, faut les expliquer, faut créer avec son corps, faut créer avec son esprit. Ça libère énormément. C'est exactement ce qu'il me fallait, en fait. C'est pour ça que ça a changé ma vie parce que j'aurais pas cette confiance que j'ai d'entreprendre et de changer d'ambiance et d'environnement facilement si j'avais pas suivi cette filière-là. Je serais restée la petite fille timide qui aurait toujours eu peur de faire les choses, en fait. Les filières artistiques, c'est incroyable. Mais c'est hyper important ce que tu dis et c'est pour ça que je voulais vraiment faire un zoom entre guillemets plus ou moins long sur cette expérience parce que je me suis doutée que c'était pour toi, tu vois, peut-être avec ton expérience de maman, mais tu nous en parlas tout à l'heure, l'expérience qui t'a effectivement le plus permis de devenir celle que tu avais envie de devenir, de te pousser un petit peu dans tes retranchements, comme tu le dis, te permettre de dépasser tes peurs. Je pense que c'est une expérience très forte, surtout quand on a 16 ans, t'es plongé dans le bain et c'est parti, faut y aller, quoi. C'est ça. Complètement. Après, on avait des professeurs qui étaient là pour nous guider, nous expliquer. Ils étaient très durs avec nous parce que chaque travail, que ce soit artistique, dessin ou même des projets qu'on devait mener en graphisme, en archi, parce qu'on avait plusieurs domaines, fallait tout expliquer. Tous les choix devaient être expliqués. Et ça, c'est hyper intéressant pour le développement intellectuel ou même de personnalité parce que tout doit avoir une raison. Il n'y a pas de gratuité quand on fait un choix, on doit l'assumer et savoir l'expliquer. Et ça, c'était hyper intéressant. Incroyable. Ouais, c'est hyper mature comme réflexion déjà, je trouve. Ça devait pas être toujours facile. Ah non. Puis au départ, moi, j'étais pas prête. Moi, quand je faisais quelque chose, genre, si je mettais un point sur une feuille, bah, je faisais un point sur une feuille, en fait. Et là, les professeurs me disaient, non, mais pourquoi t'as fait ce point-là? Pourquoi est-il placé là? Pourquoi est-il de cette couleur-là? Et pourquoi ça exprime quoi et tout ça? C'était hyper intéressant. Incroyable. Ah ouais. Donc, chaque chose, on nous a expliqué que chaque chose, chaque choix devait tracer une petite destinée, entre guillemets. Et que rien n'était au hasard. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que rien ne se produisait par hasard. C'est vrai. À 19 ans, tu pars faire une grande école à Paris. Donc, encore un choix très courageux, j'ai envie de dire. Au final, il y a beaucoup je mettrai pour l'instant le terme un petit peu de courage concernant ton parcours. Et en plus de ça, 2 fois plus courageux, t'as pas d'autre choix finalement de travailler à côté de tes études pour payer ton loyer, ta bouffe, etc. Comment tu vis ce moment-là? Franchement, bien. Après, j'ai toujours été soutenue par mes parents. Je trouve que c'est important quand même de le dire. C'est que mes parents ne sont pas forcément issus de ce milieu-là.
ils ont toujours soutenu mes choix. Donc ça, c'est vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. Et arrivé à Paris, comment j'ai vécu ça? J'ai vécu ça comme un feu d'artifice. C'est-à-dire que je partais. Alors déjà, la première étape, c'est de partir de chez mes parents, arriver en internat, mais on était quand même dans une structure surveillée où l'internat, donc t'as des règles, t'as des gens qui sont là quand même pour te surveiller, t'es entouré d'adultes, t'as une structure. Et ensuite, je suis passée à toute seule à Paris, où personne n'est là pour te surveiller, personne n'est là pour te pointer, donc t'as ton chez toi et tu dois travailler tout en profitant des plaisirs de la capitale, parce que moi, enfin franchement, je viens de Vitré, j'ai été faire mes études à Laval et j'arrive à Paris où là il y a musée, soirée, vie étudiante, enfin tout était nouveau, neuf. Donc on peut facilement s'y perdre, mais je savais pourquoi j'étais là. Du coup, je savais le prix que ça coûtait aussi, parce que j'ai travaillé en 3-8 en agroalimentaire à côté. Donc je savais que ce que je ne voulais pas, et donc ça m'a bien aidé. C'est sûr. C'est toujours important de savoir ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu es diplômée? Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu cherches du travail? Comment ça se passe pour toi? Une fois diplômée, je me rends compte que le marché du travail est complètement différent de ce qu'on a pu nous vendre à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on travaille toujours sur des super projets, des projets innovants avec des super briefs créatifs, faut être le plus créatif possible et tout ça. Et arrivé sur le marché, on se rend compte qu'en fait, graphic designer, c'est beaucoup d'exécution, qu'on n'a pas forcément beaucoup de choix créatifs à faire, qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Donc un peu compliqué. Moi, j'ai décidé de partir, de revenir à Rennes, enfin de revenir dans le coin parce que Paris ne me satisfaisait plus. J'étais un petit peu lassée et je reviens à Rennes et je m'inscris à la fac d'histoire de l'art où je me dis que potentiellement ça peut être un bon complément de connaissances dans mon métier et ça peut me permettre de trouver un job à côté tout en gardant le statut étudiant. Et là, ça a été la grosse désillusion. J'ai postulé dans des endroits et à chaque fois, ce qu'on me demandait, ça me convenait pas, quoi. Je m'y retrouvais pas. C'était horrible. C'est horrible, surtout pour une filière effectivement hyper créative où tu as envie d'avoir une liberté d'expression dans ton métier. Effectivement, c'est pas simple. Ah non, c'était vraiment pas simple. C'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Je voulais faire autre chose que de l'exécution où on prenne j'avais l'impression que les recruteurs prenaient juste pour acquis mes compétences dans la suite Adobe d'exécutif, mais que j'avais pas forcément beaucoup de liberté créative, tout ça. Et les questions qu'on me posait m'ennuyaient incroyable. Pour moi, ça m'ennuyait. Après, c'était à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le cas dans les agences de com, mais je trouvais ça un peu ennuyant. En tout cas, ça me correspondait pas et je le sentais très, très bien. Et du coup, je me sentais très mal. Très, très mal. Parce que là, je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il fallait faire? J'ai un peu paniqué. À ce moment-là, j'ai vraiment paniqué. Du coup, je suis restée à la fac. Ça me rassurait. J'étais encore scolarisée. À ce moment-là, j'avais vraiment peur. Et donc, qu'est-ce que tu décides de faire pour remédier à cette situation? En quittant Paris, j'ai gardé contact avec des gens avec qui j'ai travaillé en exécutif, en design et par rapport aussi à mes stages. Donc j'ai gardé contact avec ces gens-là et je leur ai expliqué un petit peu ma situation parce que je m'entendais très bien avec eux. Je me suis toujours très très bien entendue avec les personnes avec qui j'ai travaillé en stage ou même à côté. Et ils m'ont dit, écoute, tu te crées un statut. Alors à l'époque, c'était pas de l'auto-entreprise, c'était de la micro-entreprise. Tu te crées un statut et nous, on te fait travailler à côté de tes études, du coup en freelance. On te fait des petits contrats comme ça en freelance et puis histoire que tu gardes la main et que tu travailles un petit peu dans ton domaine. Voilà. Donc ces personnes-là m'ont aidée et je leur dis merci parce que ça m'a permis de prendre un petit peu confiance et du coup de créer mon entreprise. Puisque je le savais pas, mais j'étais en train de créer mon entreprise à ce moment-là. Mais oui, et comme tu me l'as dit en off aussi, tu as utilisé une phrase parfaite, tu dis « j'ai créé mon entreprise sur les bancs de la fac ». C'est ça. Je me rendais pas compte que j'étais en train de créer quelque chose j'allais à la fac et quand je rentrais chez moi, je travaillais pas trop mes cours, mais je travaillais pour des clients. Et je m'en rendais pas compte parce que je sortais d'études, on me donnait des projets
Et du coup, j'avais l'impression de faire les projets d'études dans lequel j'avais pas l'impression de créer quelque chose un business. Je le voyais pas comme ça. Et d'ailleurs, je me sous-payais clairement. J'étais sous-payée, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr. Au début, on s'en rend Comme à tous les débuts, bah ouais, bien sûr. Voilà. Mais ça me faisait travailler. J'étais heureuse dans ce que je faisais. Et à ce moment-là, je suis arrivée aux fins de cursus à la fac. Et je me suis dit, maintenant, je fais quoi? Je vais continuer, sauf que je vais agrandir mon réseau. Et je vais me faire mon réseau à Rennes. Et je vais continuer comme ça. Et ça a été très, très difficile. Mais oui, parce que il faut savoir que Gaëlle m'a quand même un petit peu teasé son parcours et m'a donné certains détails. Et donc là, on entre dans une partie pour laquelle j'ai eu quelques informations, mais pas plus de détails que ça. Donc j'ai hâte de comprendre ce qui s'est passé. Tu t'en doutes bien, hein, pour quelqu'un qui a monté un projet autour des femmes, féministe dans l'âme. J'ai bien envie de comprendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc t'es là, t'es toute jeune, t'es entrepreneuse, tu décides d'agrandir ton réseau. Qu'est-ce qui se passe? Là, à ce moment-là, j'ai 24 ans. Je suis à Rennes. Et je finis mon cursus scolaire. Et là, je me rends compte que je peux pas vivre avec mes clients forcément qui me font des dossiers en freelance à Paris. Il faut que je me fasse un réseau à Rennes. Donc, comment on fait un réseau à Rennes à cette époque-là? Donc, à cette époque-là, ça remonte, du coup, on est en 2023 à 2013. Eh bien, on doit rentrer dans des espèces d'after work. Alors au début, ça commence par les after work dans des bars ou dans des restaurants qui sont ouverts aux entrepreneurs pour qu'ils se rencontrent. Et là, je rentre dans mon premier after work et je me rends compte que je suis presque la seule femme. Et en plus, j'ai 24 ans et que la moyenne d'âge autour de moi, c'est 40-45 ans. Eh ouais. Et là, je me sens pas du tout prise au sérieux, mais vraiment pas. J'ai l'impression qu'on me prend pour la nièce de un tel, quoi. Et je erre comme ça au milieu des gens, je sais pas à qui parler, je sais pas à qui m'adresser, personne ne m'adresse vraiment la parole. Et ça a été très dur. Les seules personnes à qui j'ai parlé m'ont dit que c'était vraiment le seul moyen de se créer un réseau. Bon, moi toute jeune, je crois ce qu'on me dit, quoi. Donc j'y vais quand même, je persévère. J'arrive dans des milieux genre, je sais pas si on peut le citer, mais genre BNI, où en fait, on est autour d'une table un matin avant de travailler, donc faut se lever tôt en plus. À 7h, faut se retrouver autour d'une table et chacun doit présenter son entreprise. Donc se présenter son entreprise en 1 minute. Et genre après, il y a pas plus d'échanges que ça. Les gens peuvent te poser des questions, mais après ça passe à quelqu'un d'autre. Et ensuite, il faut faire des espèces de repas en tête-à-tête avec les gens de la réunion. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je fous là? C'était tous des gens dans la comptabilité. C'est des gens qui avaient des entreprises de comptabilité, de BTP, mais moi j'avais rien forcément à leur apporter, puisque moi quand je me présentais en tant que graphic designer qui fait des logos, qui fait des affiches, qui fait ceci, qui fait cela, j'étais pas prise au sérieux. Bon, c'était très très déstabilisant et du coup moi fallait que je vive à côté de ça. Si j'avais pas de contrat, je pouvais pas payer mon loyer, vivre, tout ça. Donc j'ai dû en parallèle faire des petits jobs. J'ai fait des ménages, j'ai gardé des enfants, j'ai fait de l'aide aux devoirs, enfin j'ai fait vraiment toutes sortes de métiers à côté pour pouvoir continuer à faire ce genre de choses. Sauf qu'au bout d'un moment, je me dis mais je vais pas me tuer à faire des petits jobs pour aller dans des réunions entourées d'hommes de 40 ans sans avoir de contrat derrière, c'est pas possible. Je vais pas là je butais ma tête contre un mur, très clairement. Et quand tu dis que t'étais pas prise au sérieux donc par ces réseaux d'hommes, est-ce que c'est une croyance limitante que tu avais à ton égard? Ça te faisait tellement peur que tu te mettais un petit peu en position en retrait, tu retombais finalement un petit peu comme l'enfant que tu avais été, ou tu as eu vraiment des remarques un petit peu désagréables, des ricanements, enfin est-ce que tu as vu des comportements entre guillemets inappropriés? Complètement des comportements complètement inappropriés. Et à l'époque, j'étais pas très sensibilisée au féminisme, à toutes ces choses-là. Moi, j'arrivais avec mes compétences, ma petite entreprise, et voilà, j'y allais vraiment en me mettant un coup de pied, hein, vraiment, vraiment. Parce que quand on arrive dans un milieu comme ça, les regards, c'est terrible. Surtout, pas forcément dans les after work, parce que les gens te regardent pas, ils te font vraiment pas attention à toi, personne vient te voir, mais personne te remarque. Mais quand on arrive autour d'une table ronde, au milieu d'hommes, t'as 24 ans et les regards sont perturbants et t'as
pas envie que ce soit ton tour de te présenter, vraiment pas. Et en plus, il y a des gongs, enfin, il y a une espèce de bip-bip, hein. Il y a un gong à la fin de la minute, ça passe de personne en personne, et moi, j'étais là, oh là là, plus que 2 personnes avant moi, oh là là, plus qu'une personne avant moi. Et je paniquais. Et en fait, les regards, quand j'avais l'impression que tout le monde n'attendait qu'une chose, que ce soit mon tour, pour savoir, finalement, qu'est-ce que je foutais là. Et c'était très, 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 très perturbant parce que j'aurais du mal à décrire, franchement, la manière dont ça m'a mis mal à l'aise. J'aurais du mal à le décrire. Je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais ça a été pas terrible, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai l'impression qu'en fait, le milieu entrepreneurial à Rennes, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. En même temps, j'ai envie de te dire, il y a 10 ans, le milieu de l'entrepreneuriat, c'était effectivement très masculin. Et puis, c'était pas des jeunes comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as des nanas de 20 ans qui sont à la tête de business de dingue et qui n'ont plus peur de se lancer, qui ont une audace de fou. Mais il y a 10 ans, tu vois, c'est hyper précurseur. Donc finalement, t'étais un petit peu avant-gardiste. Ah bah, j'étais complètement l'ovni de Rennes, hein. Mais j'avais cette chose pour moi. C'est-à-dire que j'avais un feeling facile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai réussi à faire 2-3 liens avec des personnes et où le feeling est passé, bah finalement, ça s'est bien passé. Il faut rencontrer les ou la personne qui va tout faire changer. C'est juste une histoire de rencontre, hein, clairement. Là, pour le coup, cette histoire d'expérience à Rennes, dans l'arène, hein, ça a été l'histoire d'une rencontre, une seule. Ah ouais. Et alors ça, c'est hyper intéressant. Du moins, moi, ça m'intéresse énormément. Donc toi, tu penses que une aventure, et je pense que tu as raison, je pense que ça n'arrive malheureusement pas à tout le monde, mais tu penses qu'une personne peut changer le cours de notre aventure entrepreneuriale? Clairement, moi, il y a qu'une personne qui a changé mon parcours entrepreneurial à ce moment-là. Qu'une seule. Raconte-nous, qui est cette personne et comment est-ce qu'elle a changé cette aventure pour toi? Eh bien, un jour, on m'appelle, on me dit oui, vous êtes bien Gaëlle Lamoureux. Je dis oui. Vous faites du design, c'est ça? Je dis oui. Et je suis contente parce que je sentais que c'était potentiellement quand même un petit bouche à oreille qui avait fonctionné. Quand même, Carrément. J'avais peut-être lancé une pépite quelque part. Alors je ne sais pas à qui, je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, mais cette personne-là m'a trouvée et m'a dit je serais ravie de vous rencontrer pour parler de quelques projets pour mon entreprise et tout. Et j'y suis allée et j'ai rencontré une personne formidable qui était entrepreneur à Rennes, qui avait à cette époque-là peut-être 35 ans, donc toujours pas ma génération, mais bon, qui était très très ouvert. Un peu plus. Un peu plus. Qui était très ouvert, qui avait un parcours entrepreneurial incroyable. Enfin, c'est quelqu'un qui avait réussi à créer une très très jolie entreprise et qui avait un très beau parcours et qui était un peu comme le mien, un peu chaotique au départ. Et en fait, on en est venu à parler. Et il m'a dit OK, c'est bon, on signe ensemble. Et en fait, ça a été l'un de mes premiers vrais clients, qui a lancé mon entreprise, qui m'a apporté une régularité de contrat et qui a fait fonctionner le bouche à oreille puisque le travail a super bien marché. Donc, il a parlé de moi et là, les portes se sont ouvertes et j'ai pu rencontrer des personnes, re-rencontrer des personnes que j'avais déjà croisées en after work ou en réunion BNI qui, à ce moment-là, m'appelaient pour travailler avec moi en disant « Oh, t'as déjà croisé quelque part ?» Et moi, je suis innocente en disant non, on s'est jamais croisés, mais je savais pertinemment qu'il m'avait très bien reconnue parce qu'à l'époque, j'étais la seule petite minette de 24 ans, je sais très bien qu'il m'avait reconnue, mais je jouais l'innocente. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, quoi. Mais tu vois, ton histoire, elle est géniale parce qu'en fait, on remarque que c'est une succession de choix, de décisions qui t'ont demandé un courage de dingue. Et en fait, petit à petit, donc t'as pris des risques, clairement, à chaque fois, t'as dépassé tes peurs, t'as pris sur toi et surtout t'as planté des graines aussi, tu vois. Cette histoire de réseau, ok, j'y vais, je sais pas à quoi ça va me servir, je flippe, tout le monde me regarde chelou, mais j'y vais, quoi. Et puis finalement, ça t'a servi, quoi. Ouais. Vraiment, j'ai planté, tu le dis très bien, je pense que j'ai planté des petites graines sans le vouloir, sans le savoir. J'ai planté des trucs. J'ai fait franchement des super rencontres, mais faut aussi en parler. J'ai fait des rencontres qui détruisent aussi, hein, des rencontres entrepreneuriales toxiques. Ah bah bien sûr. D'accord.
Ah bah oui, le chemin, il peut pas être droit comme ça. Et la personne que j'ai rencontrée qui m'a donné ma chance, avant de rencontrer cette personne-là, faut savoir que j'ai fait des mauvaises rencontres également, des gens qui m'ont utilisée ou qui ont abusé de ma gentillesse, abusé de mon âge, abusé parce que abuser de mon âge, ça fait très abus. Oui, Mais grave. je vais m'expliquer. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un arriver comme ça qui a une compétence graphique au milieu de gens qui entreprennent, donc qui créent des événements, qui créent des entreprises, qui développent des entreprises, et ils voient arriver une petite jeune comme ça qui a pas forcément beaucoup d'expérience, qui est très jeune, qui a pas de réseau. Qu'est-ce qu'ils font? La plupart des entrepreneurs toxiques ou malveillants, ils vont te faire travailler gratuitement en te promettant de te faire un réseau. Ah d'accord. Et ouais. Et du coup, des gens comme ça, j'en ai croisé. Et ça c'est terrible. Terrible. Mais c'est horrible. Et tu sais, c'est marrant parce que j'ai eu une prise de conscience ces derniers temps aussi. Je pense que t'es un peu comme moi, t'es gentil, t'es un peu, si tu pouvais, tu vivrais dans le monde des bisounours. Et moi, je suis un peu comme ça. On aime les gentils et on est gentil. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, et c'est quelque chose que j'avais pas peut-être voulu voir, ou je sais pas, mais je me rends compte en fait que dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a aussi ce qu'on appelle des requins, quoi. En fait, ils sont pas là pour être tout doux et pour être dans le monde des bisounours, quoi. Exactement. Et c'est quelque chose auquel j'étais pas préparée. Et je crois qu'encore aujourd'hui, on ne prépare pas assez les entrepreneurs à ce genre de personnes. On parle beaucoup des relations humaines, amoureuses, toxiques, mais dans le travail, mon Dieu, il y a un paquet, il y a un coup de pied dans la fourmilière à faire, hein. Parce que honnêtement, des gens malveillants dans l'entrepreneuriat, c'est terrible. Vraiment. Ah, mais alors, je pense que c'est la même chose dans le salariat, hein. Honnêtement, je Oui. pense que tu vois, dans le milieu professionnel, quoi. Ah oui, oui, mais je l'ai vécu comme un petit harcèlement quand même, parce que quand t'es sursollicité et qu'à chaque fois on te dit tu me fais ça et je t'emmène faire un réseau, ou je te fais ça et promis je parle de toi, ou tu me fais ça, tu me fais cette affiche là, promis je mets ton nom dessus, tu vas voir, ça va être vu par plein de monde et tout machin. En fait, on te fait miroiter des trucs et c'est pas bien. C'est pas bien, parce que moi on m'a fait travailler sur des magazines, on m'a fait travailler sur des affiches, des logos et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai levé la tête en me disant mais en fait, je suis complètement utilisée là. Enfin, je travaille pour rien, parce qu'il y a aucune retombée, parce que il y a qu'une personne qui profite, la personne qui m'a demandé. Et c'était très douloureux. Enfin, se rendre compte de ça, c'était hyper douloureux. Et j'avais dans mon cercle comme ça des personnes qui gravitaient autour de moi, toujours me demander des services gratuitement. Et un jour, le jour où cette personne-là m'a donné la chance de travailler honnêtement, avec contrat, avec facture et tout ça, je me suis rendu compte de tout. Et je me suis dit, c'est fini. Ces personnes-là, les personnes toxiques, je les dégage. Et du jour au lendemain, j'ai plus donné de nouvelles à personne. En tout cas, tout ce premier noyau d'entrepreneuriat, j'ai plus donné de nouvelles à personne. Bravo. Peu importe la manière dont tu le fais, voilà, t'as réussi à te libérer de ça, quoi. Ah ouais, mais j'ai été jusqu'à enlever les contacts. Quand on veut effacer une personne, on peut le faire. J'ai été jusqu'à me désabonner à l'époque de Facebook. Waouh, ça, oui, mais c'était ça. Facebook, LinkedIn, j'ai effacé les numéros de téléphone. Comme ça, si la personne m'appelait, c'était un « c'est qui ?» Et j'ai tout effacé. Mais tu vois, enfin, j'ai envie de dire, on en revient toujours au même point. Enfin bref, c'est peut-être un peu redondant parce que je le dis souvent, mais c'est pour ça qu'il faut inclure le développement personnel dès le plus jeune âge pour apprendre, notamment, donc il y a plein de choses à apprendre, mais à poser ses limites, à savoir dire non pour donner du poids à ses oui. Et poser ses limites, c'est aussi poser ses limites par rapport aux autres. Et ça permet justement d'éviter de tomber dans des trucs comme ça, quoi. Ah oui, oui. Et puis, même pour ça peut faire baisser les bras. Tout simplement, tu peux passer à côté d'une opportunité incroyable parce que les gens te prennent pour un lapin. Non, c'est quelque chose que j'apprends à ma fille, mais perpétuellement. Souvent, on me dit « Ah, ta fille, c'est exactement toi. Elle a du caractère. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. » Je dis « Heureusement qu'elle sait ce qu'elle veut. C'est vraiment pas un défaut. Heureusement qu'elle le sait. » C'est clair.
Et d'ailleurs, on n'a pas parlé, et tu ne m'en as pas parlé, alors je sais pas si tu as envie d'en parler. Je ne connais pas du tout ton histoire de maman. Tu m'as dit: «Je suis tombée enceinte et ça a été un petit peu chaotique». Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu? Est-ce que, aujourd'hui, est-ce que tu es maman solo ou comment ça se passe? Je n'ai aucune idée de cet aspect-là de ta vie. Donc tu fais comme tu as envie, hein. Tu racontes, ce que tu veux et ce que tu veux pas, ben, tu le racontes pas. OK, ça marche. Alors, je suis tombée enceinte 1 an après que mon entreprise se soit vraiment bien développée. Voilà. Et quand je suis tombée enceinte, c'est arrivé, je l'ai appris, je partais en Espagne, vraiment très, très loin, dans le fin fond de l'Espagne et j'ai fait un problème médical dès le départ. C'est-à-dire que j'ai fait un décollement trophoblastique voilà, alors à l'époque, je savais pas ce que c'était, mais ça me mettait vraiment très, très mal. Donc j'ai passé une grossesse en mode à risque et alité. Ce qui est génial quand tu développes ton entreprise, c'est-à-dire que le truc est en train de Ah là là, monter, quel enfer! prendre, et on te dit: «Non madame, faut tout arrêter». Ouais, bien sûr. Et tu étais accompagnée? Tu étais avec le papa? Oui, 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 bien sûr. Alors, ah oui, D'accord. j'ai pas évoqué ce détail-là, mais depuis que j'ai 20 ans, je suis belle-mère d'un petit garçon. Donc, je suis avec quelqu'un qui a déjà eu une vie avant et qui a déjà eu un enfant avant. Donc, on accueillait un deuxième enfant, en fait, dans notre vie. D'accord. Et ça commençait pas dans les meilleurs auspices. Mais j'ai envie de dire, un peu comme chaque nouvelle expérience que je commence. Ça commence jamais vraiment très bien, mais ça finit toujours par aller mieux, on va dire. Donc je vis une grossesse complètement alitée et un jour, bah, j'arrive quand même à la fin de cette quête, hein, de ces longs 9 mois. J'ai pas du tout apprécié ma grossesse, hein, vraiment pas. C'est pas quelque chose qui m'a royalement épanouie. J'ai plus vécu ça comme un gros mensonge. Tout le monde disait: «Ah, c'est trop bien d'être enceinte. Oh là 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 là». J'avais que des retours comme ça et moi j'étais là: «Oh là là, que c'est dur d'être enceinte». J'ai pris 30 Ah! kilos. Ah putain. J'avais tous les désagréments d'une grossesse. Enfin, c'était, ouais, j'ai pas forcément aimé. La seule chose que j'ai aimé, c'est sentir mon bébé et chiller. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis, j'ai eu un accouchement spectaculaire. C'est-à-dire que j'ai perdu les os. Je me suis dit: «Ah top, j'ai pas à chercher combien de contractions je vais devoir calculer ou quoi. J'y vais, je reste». Et à partir de là, j'ai accouché 3 jours plus tard. Donc ça a été vraiment très long. Oui, Vraiment. le mythe du truc, que tu perds les os et tu tout de suite. Non, non, non. Non, 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 non. Donc ça a duré 3 jours. J'ai fini en césarienne d'urgence, sous anesthésie générale. Ah Donc génial. Camille et moi, on a failli y passer. Ah putain, Et d'accord. puis, je me suis réveillée, quelques minutes plus tard, dans une salle de réveil. Et puis, tu sais, quand tu accouches, tu as encore ton bidon de femme enceinte. Et j'étais persuadée d'avoir eu un accident de voiture et de pas avoir accouché. Donc, j'étais complètement perturbée. On m'a amené mon bébé et là, j'ai découvert que j'étais maman. C'était incroyable. Vraiment, c'était fou. C'était vraiment fou, fou. Et on m'annonçait que j'étais la maman d'une petite Camille. Sauf que nous, faut le savoir, on est vraiment une famille un peu à l'arrache dans le perso. On n'avait pas choisi de prénom. On avait déterminé 3 prénoms, mais on n'avait pas choisi. On voulait la nommer quand elle allait naître. Donc mon conjoint a fait le choix de Camille. Et du coup, j'étais là, mais non, mais j'ai pas accouché d'une petite Camille. Je comprenais pas trop. Énorme. Et voilà. Et après, ça s'est très très bien passé. C'est la maternité a été folle. Enfin, c'était une petite fille vraiment très agréable, un bébé très agréable qui a jamais eu, enfin, qui a fait ses nuits assez vite, qui a pas eu. J'ai allaité pendant 7 mois. J'ai repris le boulot assez vite derrière, puisque une fois que j'ai repris un peu possession de mon corps après la césarienne et que ça allait vachement mieux, j'ai repris le travail. Je n'avais pas de moyens de garde pour ma fille. Donc je travaillais avec elle. Donc je faisais les rendez-vous, j'avais ma petite fille en portage, je pouvais allaiter en plein rendez-vous, ça ne me dérangeait absolument pas. J'avais une vision de la vie complètement différente d'avant ma maternité. Plus rien ne me dérangeait, plus rien. Plus rien ne me faisait vraiment peur, plus rien ne me dérangeait et j'avais envie de vivre le rêve que j'avais mis entre parenthèses à fond et sans frein et surtout pour elle.
Et du coup, j'avais envie qu'elle ait une vision d'une maman qui entreprend par n'importe quelle, qui trouve pas de porte close, quoi, qui arrive à ouvrir les portes. J'ai toujours voulu que ma fille ait une image de moi un peu warrior. Et voilà, donc j'allais au rendez-vous, elle était en kangourou sur moi. Je me souviens encore faire un rendez-vous dans un café avec elle. Le client me demandait, c'était un dossier de charte graphique, logo et tout. Le client était en train de me briefer sur le projet et moi j'étais en train d'allaiter ma fille. Énorme. Et je lui ai pas demandé son avis. En fait, je suis arrivée au rendez-vous. Le gars a vu que j'avais un porte-bébé. Ah bonjour, félicitations. Elle a quel âge? Moi j'étais voilà, elle a 5 mois. Ah bah du coup vous l'emmenez avec vous. Moi j'ai pas de mode de garde. J'ai envie de rien louper dans sa vie, dans sa première vie, parce que je savais que c'était mon seul bébé. J'aurais qu'un seul enfant. Donc, je dis, moi, je veux rien louper. J'ai fait un enfant, c'est pour être avec elle. Et vous allez voir, elle est très gentille, très sage. Vous n'allez pas l'entendre. Le seul moment où vous allez l'entendre, c'est pour que je la nourrisse. Vous allez voir, ça va bien se passer. Et du coup, voilà, j'étais avec mon lange. Je cachais, hein, bien sûr. J'étais pas en train de montrer que j'allaitais, mais tout était possible, quoi. Et le gars, t'as signé? Est-ce que finalement, ça l'a pas empêché de... J'ai signé. Bah, heureusement que je suis tombée sur des gens qui étaient déjà parents, en fait. Donc, ça n'a jamais choqué. Ah bah oui, ça aide. Ouais. Les hommes sont complètement différents quand ils voient une femme maman que quand ils voient une femme, une jeune femme. J'ai compris que le regard était complètement différent à ce moment-là. C'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Genre, je serais jamais allée en rendez-vous si j'avais été jeune étudiante sortie d'études avec un chien, avec un petit chihuahua. Je me serais jamais ramenée au rendez-vous avec un chihuahua. Mais là, avec un bébé, la vision des gens était complètement changée, vraiment. Et les gens étaient admiratifs, hein. Vraiment. Ah, c'est courageux. Ah, c'est super chouette. Ah, qu'est-ce que j'aurais aimé passer du temps avec mes enfants. Oh là là, moi, mon regret, c'est d'avoir repris le travail trop vite et tout ça. J'entendais que ça. C'est drôle. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que il y a beaucoup de mamans qui sont entrepreneuses ou entrepreneuses en devenir qui nous écoutent. Donc c'est génial. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vont se dire « Ah non, mais je vais faire pareil !» Donc c'est hyper inspirant. Ah, mais c'est au ressenti. Moi, je me sentais capable de le faire. Je l'ai fait. Je demande pas mon reste. En fait, c'est des choix. Les choix déterminent ta destinée. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard, la vie, c'est une succession de choix. Il faut tous les assumer. Vraiment tous. Si tu choisis d'entreprendre et d'élever un enfant, tu sais très bien que ça va être très dur. C'est très difficile de travailler avec un bébé. Avant 3 ans, c'est très, très difficile. T'es coupé en permanence. T'es sursollicité. Comme tu travailles de chez toi, souvent, quand t'as un bébé avec toi et que tu entreprends, bah, les gens pensent que tu es disponible. Alors que pas du tout. Les seuls moments où tu es disponible, tu es dans ton entreprise. Et les seuls moments où tu es indisponible, tu es avec ton enfant. C'est 3 ans très difficiles. Il faut le savoir. Ça a été difficile. Des nuits blanches. Ma fille a fait ses nuits assez rapidement. La journée, j'étais souvent avec elle. La nuit, je travaillais. Même si je signais des clients, j'allais pas leur dire « Ah, j'ai pris du retard ». Maintenant, faut assumer. Bien sûr. Après, parce que tu avais fait le choix de pas avoir de mode de garde. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que on peut tout à fait faire le choix de mettre son bébé à la crèche et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je sais que c'est pas du tout ce que tu disais, hein, mais c'est juste pour conforter, tu vois, les personnes qui nous écoutent. Moi, j'ai pas eu le choix que de mettre mon fils à 4 mois à la crèche parce que je bossais à l'époque à Paris. Alors ça a été horrible, mais j'avais pas d'autre choix en fait. C'était juste pas possible autrement. Et du coup, qu'on soit entrepreneuse, salariée, si c'est un choix qu'on a envie de faire, mais en fait, faites-le quoi. Mais ça reste un choix. C'est un choix. On en vient toujours à cette chose. C'est une fois qu'on a fait un choix, on doit l'assumer, qu'il soit dur ou facile. Il y a aucun choix qui est facile. Choisir, c'est sacrifier. Donc à partir du moment où un choix. Ah non, j'aime pas cette phrase. Ah non, je déteste. Choisir, c'est sacrifier. Bah à partir du moment où tu fais un choix, c'est que tu as plusieurs pistes à ta disposition. Donc forcément, quand tu choisis une piste pour bien t'y mener, t'es obligé de sacrifier quelques petites choses quand même. Par exemple, j'ai sacrifié ma vie un peu personnelle parce que j'ai fait le choix de garder ma fille. Et en fait, c'était un choix qui était pas forcément vraiment assumé puisque il n'y avait aucune place en crèche pour moi, pas pour Camille. Je n'avais pas de mode de garde parce que les nounous étaient blindés et il n'y a pas de crèche là où je vis. Il y en avait qu'une et elle était pleine. Mes parents étant à une demi-heure de chez moi,
j'allais pas leur imposer un nourrisson ou un bébé. Donc, j'ai fait ce choix-là, tout en sachant que j'allais sacrifier du temps. C'était obligé. Non, mais je comprends hein, que tu vois, et cette phrase, elle tourne beaucoup. Mais effectivement, moi, j'aime pas cette phrase parce que je trouve qu'elle est finalement négative. Pour moi, choisir, c'est plus prendre une décision. Et comme pour tout dans la vie, et tu le dis très bien, et c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est assumer les conséquences de nos choix. Mais pour moi, choisir, c'est pas renoncer ni sacrifier. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'un choix n'est pas définitif. C'est-à-dire que si demain, tu gardes ta fille pendant 6 mois, j'en sais rien, et demain, tu trouves une place en crèche, enfin, tout est possible et surtout, tout est interchangeable. C'est plutôt comme ça que j'ai une vision. C'est une vision qui me permet d'avoir l'esprit ouvert et d'avoir plus de comment dire, un aspect positif, si tu veux, à travers la question du choix. Ah mais oui, rien n'est figé. Ce serait bête d'aller dans une seule direction et de se taper la tête contre un mur, même si la direction n'est pas bonne. Enfin, oui, mais dans l'instant T, quand un choix se porte, moi j'ai l'impression de sacrifier 1000 autres choix à côté. J'ai l'impression en fait que pendant un X temps, je vais faire le sacrifice de ces autres choix. C'est une petite vision comme ça, mais rien n'est figé dans le temps. Tout se modèle. Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu gères ta boîte, tu as trouvé un équilibre, une vie de famille, vie publique aussi, hein, parce que tu avais développé les réseaux sociaux une fois que tu es devenue maman. C'est quoi ton quotidien et c'est quoi tes sources de revenus aujourd'hui, Gaëlle? Quel est ton job? Enfin, quelles sont j'ai envie de dire, tes multicasquettes? Ouais. Alors, mes journées ne se ressemblent absolument pas. On va commencer par mes sources de revenus. Alors, il y a les réseaux sociaux qui doivent représenter à peu près 40% de mes sources de revenus. Les 60 autres pourcents, c'est des projets en consulting ou en graphic design, donc logo, charte graphique, diverses choses, parce qu'il y a aussi beaucoup de stratégie marketing dedans. Stratégie réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux se développent, donc les entreprises veulent des choses assez jolies sur les réseaux sociaux, donc souvent on fait appel à moi parce que il y a comme je suis active sur les réseaux sociaux, du coup j'ai une facilité à voir un petit peu ce qui peut fonctionner en termes d'image et de graphisme pour une marque par exemple. Et j'ai une petite partie qui est en développement, qui est l'illustration dans l'édition, donc livre enfant, petites cartes et tout ça. Super. Et quand tu dis 40% de réseaux sociaux, c'est quoi? C'est des collaborations avec des marques? Ouais, alors pas que, puisque j'ai depuis l'année dernière, j'ai ouvert un compte TikTok qui est basé sur la recommandation de bonnes adresses autour de chez moi, donc à Rennes. Je suis quelqu'un qui adore sortir, qui adore aller découvrir des lieux, et je me suis dit, oh tiens, je vais ouvrir un compte TikTok uniquement pour ça, que sur des lieux que je découvre, que j'aime bien et tout ça. Et je l'ai pas fait dans l'esprit gagner de l'argent, comme pour Instagram avec les collaborations ou quoi. Je l'ai fait plus dans l'esprit de retrouver une petite source d'inspiration et de motivation dans les réseaux sociaux. Et du coup, la plateforme TikTok rémunère à la vue maintenant. Donc, je perçois une petite rémunération là-dessus. Sur Instagram, effectivement, c'est des collaborations. Mais des collaborations, je suis représentée par une agence de créateurs de contenu et je choisis avec qui je veux travailler. Donc ça, c'est génial. C'est-à-dire que on me contacte et moi, je fais le choix de oui ou non d'accepter. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça me permet quand même de mettre du beurre dans les épinards en étant droite dans mes valeurs et dans ce que je veux communiquer. Et ils savent très bien que moi, c'est toujours de manière créative. Donc, je mets toujours à disposition mes compétences créatives en faisant, par exemple, du montage sur Photoshop pour créer des ambiances, des univers, ce qu'on appelle les photomontages en fait, où par exemple, je peux inclure ma petite fille dans une petite boule à neige, faire des effets, voilà, des choses comme ça. Et il faut que ce soit toujours cool, fun et sympa. Parce que je me mets toujours à la place des gens qui regardent et j'ai envie de les divertir. J'ai pas envie de les assommer de codes promo et c'est pas du tout mon délire, en fait. S'ils peuvent gagner un petit peu de sous avec un code promo, tant mieux, mais que ce soit fait dans la bonne humeur et dans le divertissement plutôt que d'en faire tous les jours, quoi. Je fais pas ça tous les jours. Je veux pas faire ça tous les jours. Et puis, voilà, quoi.
Génial. En tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais dire que tu as atteint la liberté financière que tu as envie, / un planning adapté pour ta vie de famille et de maman? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as créé un petit peu une vie à ton image qui t'épanouit pleinement? Ah ouais. Ah ouais. Et cette vie-là, je l'adore. J'adore entendre ça. Je l'adore et elle est tout à fait adaptée à moi aujourd'hui. Quand je repense à toutes ces années où j'ai travaillé la nuit jusqu'à 5 heures du matin et tout, aujourd'hui j'ai une vie complètement différente. C'est-à-dire que ça y est, j'ai trouvé une stabilité dans ce que je désire faire, je choisis mes clients, je choisis avec qui je veux travailler et j'arrive à avoir un train de vie qui me va et qui me satisfait. Je ne gagne pas des milliers des cents, mais j'ai juste ce qu'il me faut pour mon train de vie que je veux. Voilà, j'ai juste ce qu'il me faut. Vraiment, je me sens très très bien comme ça et très alignée avec mes valeurs. Et je travaille pas le mercredi. C'est incroyable, j'arrive à avoir tous mes mercredis pour moi et Camille. Camille n'a pas école le mercredi. Du coup, le mercredi, on se lève, on fait plein d'activités, on découvre plein d'endroits, on fait plein de choses. C'est notre jour, quoi. C'est vraiment notre jour à nous, à toutes les deux. Le soir, je ne travaille plus. Avant, je travaillais jusqu'à pas d'heure. Aujourd'hui, je ne travaille plus. À partir de 19h, je ne réponds plus de rien, ni aux mails, ni aux sollicitations WhatsApp. Je suis chez moi peinard. Et le week-end, je ne travaille pas. Et je ne travaille pas non plus le vendredi après-midi, puisque le vendredi après-midi, c'est du temps uniquement pour moi. Donc, si j'ai envie d'aller Non, mais attends, mais ton planning, c'est un planning de rêve, là. Bah ouais. Par contre, le lundi, je fais que de l'administratif pour rien avoir à faire. En fait, je suis quelqu'un qui a compris qu'il fallait que pour m'en sortir, parce que j'ai toujours 1000 idées à la minute dans ma tête, ça bouillonne tout le temps. Comme je te comprends. Voilà, j'ai compris que j'avais besoin de rigueur, de discipline. Et que quand on arrive à avoir une discipline, on arrive à se dégager du temps. La plus grosse richesse qu'on ait chacun, c'est le temps. C'est pas l'argent que tu vas gagner, c'est le temps que tu vas pouvoir t'attribuer à toi, à ta famille, à ton business. Et pour ça, il faut séquencer. Genre le lundi, je ne fais que de l'administratif. Donc déjà, je me dégage ça de mon planning. Et c'est souvent le lundi matin, parce que maintenant, j'ai un comptable qui est extraordinaire. Du coup, c'est assez facilement géré. À partir du lundi après-midi, je fais tout ce qui est mail, gestion, planning et tout ça. Et j'arrive à tout rentrer dans la semaine, tout ce que j'ai à faire, à tout rentrer. Par contre, il n'y a aucun divertissement à côté quand je travaille. Il n'y a pas de réseaux sociaux d'allumés. Il n'y a pas de divertissement à côté. Je suis focus. J'ai des tranches de travail. Je m'y tiens. Si je m'y tiens pas, j'ai pas mon vendredi pour moi. C'est sûr. Ou alors, je vais être obligée de manger sur mon week-end. Maintenant que j'ai goûté au fait d'avoir un week-end, j'ai plus envie de manger sur mon week-end. Du coup, je fractionne et je ne prends pas plus de travail que je suis en capacité de le faire. C'est très bien. C'est de très bons conseils que tu donnes. Ouais, mais comme en entrepreneuriat, on a peur du lendemain. On a peur que demain tout s'arrête. On a peur de pas avoir assez. On a peur. Donc, on a tendance à dire oui à beaucoup de projets. Et parfois, on n'est pas en capacité de les mener. Je l'ai vécu et on peut vite arriver à une charge mentale qui fait que, qui dit charge mentale, dit tu vas faire les choses moins bien, tu vas avoir moins de créativité, tu vas avoir l'esprit moins clair. Le fait d'avoir le mercredi déjà de off dans ma semaine, le jeudi, moi, je suis pumped up. Je suis là, je suis à 7h le matin, j'ai pris un max de temps. Et je suis bien. Je suis vraiment très, très bien. En tout cas, voilà, t'as raison. C'est important de préserver son énergie. Ça, c'est une évidence. Sinon, le burn-out peut nous guetter très vite. Donc, merci pour ces excellents conseils sur lesquels on va finir ce formidable échange. Mais je te garde encore quelques secondes puisque j'ai 3 questions pour toi. Donc, réponds, voilà, de manière spontanée. C'est un peu l'idée. Quel était ton rêve de petite fille, Gaëlle? Je voulais être vétérinaire. Super. Est-ce que tu as un mantra? Est-ce que tu as un mantra dans la vie qui te guide? Est-ce que j'ai un mantra dans la vie? Si t'as peur, fais-le. Ou j'ai envie de dire, parce qu'une phrase que t'as répétée tout le long de cet épisode, il n'y a pas de hasard. Ah ouais? Il n'y a pas de hasard. C'est un peu, oui, c'est vrai que c'est peut-être mon mantra. Il n'y a pas de hasard. T'as raison.
Bon, en tout cas, on peut garder les deux sont intéressants. Et dernière question, peut-être la plus difficile, comme j'aime bien dire, c'est quoi pour toi, Gaëlle, être la locomotive de sa vie? C'est un peu philosophique, ça. Hein. J'ai combien d'heures pour y répondre? Non, pas longtemps, Gaëlle, pas longtemps. Je pense que c'est être sa source de motivation première et surtout son propre exemple. Je dirais qu'on peut s'inspirer de la vie des autres, on peut regarder la vie des autres, on peut l'écouter comme sur un podcast, la vie des autres, mais sa seule motivation, elle est en soi et elle est en chacun. Pour être sa propre locomotive, il faut créer sa propre vie. Ça devient super important, je trouve, comme valeur. Mais complètement. C'est tout à fait ça. Merci Gaëlle, merci infiniment pour ton temps, pour cet échange, c'était génial. Je te souhaite plein de bonheur et plein de succès. Bah toi aussi, hein. Ah bah merci, j'espère bien. Bah oui. Merci beaucoup Gaëlle, à bientôt. Merci à toi, salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.